Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je vais vous raconter un récit qui s'est déroulé en 2019 dans un quartier résidentiel de Dallas, au Texas, où les maisons aux pelouses impeccablement entretenues abritent parfois des secrets inattendus. Il s'agit de l'histoire d'un vétéran de guerre et de sa famille, dont la vie apparemment sans histoire va se révéler bien plus tourmentée qu'on ne l'aurait jamais cru. Cette découverte tragique a mis en lumière des relations compliquées, de multiples trahisons et un enlèvement impensable, le tout sur fond de manipulation financière et de mensonges. Je serais ravie si vous pouviez aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Au départ, la vie de ce vétéran, David Harrison, se dessinait comme un rêve américain très classique. Il était né à la fin des années 70 et avait grandi dans un milieu modeste, avec le désir de servir son pays dès qu'il serait en âge de le faire. À 18 ans, il s'était engagé dans l'armée. Son passage en Afghanistan avait duré plusieurs années, ponctué de missions dangereuses et d'opérations spéciales qui lui avaient valu au fil du temps plusieurs cicatrices visibles sur le visage et sur le corps. Une fois de retour chez lui, la volonté de retrouver une vie plus calme s'imposa, et il décida de quitter l'armée pour se consacrer à la protection de civils dans une agence de sécurité à Dallas. Son physique imposant, 1,85 m pour un poids musclé et une silhouette marquée par un entraînement intensif, continuait d'impressionner ceux qui l'approchaient. Mais dans le fond, David aspirait désormais à la stabilité et à la douceur familiale. Durant sa dernière permission, il avait épousé Claire, une jeune femme de 5 ans, sa cadette, qu'il avait rencontrée lors d'un événement caritatif pour les familles de militaires. Claire était une ancienne mannequin, blonde, grande et élégante, qui semblait toujours tout maîtriser avec une grâce raffinée. Les premières années de leur mariage avaient été heureuses. Ils vivaient dans une petite maison de banlieue, réchauffée par l'amour qu'ils se portaient mutuellement et par l'arrivée de leurs enfants, 4 au total. Au fil du temps, leur foyer s'était agrandi, et David se disait chaque jour chanceux de pouvoir enfin goûter à des joies simples, celle de regarder ses enfants rire, de partager des moments de calme dans le jardin et de fêter des anniversaires dans le salon décoré de guirlandes colorées. Ce qui rendait cette famille particulièrement estimée de ses voisins, c'était l'impression d'unité et de soutien mutuel qui émanait d'eux. Aux yeux de beaucoup, Claire représentait la mère parfaite, toujours élégante, accompagnant ses enfants à l'école, participant aux ventes de charité de la paroisse locale ou donnant un coup de main dans la préparation des fêtes communautaires. David, de son côté, jouissait de l'aura d'un homme noble, revenu d'une zone de guerre, humble malgré son passé de combattant, et qui mettait un point d'honneur à protéger les autres et à s'occuper de sa famille. Pourtant, ceux qui la connaissaient de plus près, comme un voisin vigilant ou une voisine curieuse, évoquaient pas parfois cette aura un peu froide qu'on sentait chez Claire quand elle pensait ne pas être observée. Il arrivait qu'on la surprenne, pensive, son regard perdu dans le vide, comme si de lourdes interrogations la hantaient. Son mari, David, la décrivait souvent comme quelqu'un de très investi dans le bien-être de ses enfants. Mais il admettait qu'elle passait parfois par des moments de profonde tristesse et d'insatisfaction, qu'il ne s'expliquait pas. À l'approche de l'année 2019, les enjeux familiaux devinrent plus complexes. Les enfants grandissaient, l'aîné entrait dans l'adolescence, et la pression financière se faisait sentir. David avait beau avoir un emploi stable dans la sécurité, les rémunérations restaient modestes, et les dépenses d'une famille de 6 personnes n'étaient pas négligeables. Claire, quant à elle, ne travaillait plus depuis qu'elle avait renoncé au mannequinat, préférant se consacrer à ses enfants, mais elle faisait parfois état d'un besoin de renouveau. Elle se plaignait du peu d'aide que le gouvernement fédéral offrait aux vétérans et à leurs familles, et, dans le quartier,
certaines personnes juraient l'avoir entendu parler de procédures complexes pour obtenir plus de soutien financier. Le quotidien de la famille bascula au début de 2019, lorsque, dans le cadre du renouvellement de certains avantages pour les vétérans, David fut invité à participer à un programme de dépistage génétique, censé permettre de mieux évaluer les risques de maladies héréditaires. Les médecins lui proposèrent de faire participer toute la famille, arguant qu'il serait précieux de disposer d'un portrait génétique complet pour anticiper d'éventuels problèmes de santé. Sans se méfier, David accepta l'idée. Il était habitué à suivre les directives qui semblaient si profitables à la protection de sa famille. Quelques semaines plus tard, les premiers résultats arrivèrent. À la surprise totale de David, les analyses suggéraient que ses enfants ne partageaient pas son code génétique. Au début, il crut à une simple erreur de laboratoire. Il demanda des clarifications, tenta de joindre son médecin pour exiger un second test. On lui répondit que la probabilité d'une erreur était infime et qu'il valait mieux tout vérifier par une autre analyse, effectuée dans une structure privée, pour écarter tout soupçon de confusion d'échantillons. David, déboussolé, autorisa cette nouvelle vérification. Entre-temps, lorsqu'il aborda le sujet avec Claire, celle-ci réagit avec stupeur et incompréhension, avant de basculer dans la colère. Elle insista sur le fait que tout cela n'était qu'un quiproquo administratif. Jamais elle n'aurait pu tromper David, répétait-elle, et il n'y avait aucun doute quant à la paternité de leurs 4 enfants. Pourtant, quand la seconde analyse confirma les mêmes résultats, l'atmosphère devint étouffante. David confronta Claire, non plus avec de la tristesse, mais avec cette rage sourde d'un homme qui se sent trahi dans ses valeurs les plus profondes. Elle ne put que s'effondrer et, au bout de longues heures de discussion, admettre qu'effectivement, aucun de leurs 4 enfants n'était biologiquement de lui. Au début, elle chercha à justifier son infidélité par le stress que représentaient les longues absences de David, ses déploiements dans des zones de combat, la solitude qui pesait sur elle, la peur de ne pas s'en sortir financièrement. David, sous le choc, se répétait qu'il aurait dû comprendre plus tôt que quelque chose n'allait pas. Les excuses de Claire semblèrent confuses. Elle mit en avant la fragilité de son équilibre mental, la crainte de l'abandon et le fait de ne plus supporter le silence d'une maison vide. Mais, à mesure que les jours passaient et que la colère de David ne retombait pas, Claire commença à dévoiler des facettes plus sombres de l'histoire. Peu après, David décida de mener sa propre investigation. Il s'intéressa aux hommes qui gravitaient autour de Claire quand lui était à l'étranger. Il se rappelait notamment un ami de longue date, Evan Brooks, un comptable discret, marié, qui venait souvent leur rendre service quand David était déployé. Il avait aussi en mémoire un propriétaire de bar, Jerry McLean, un type un peu fanfaron, de 7 ans plus vieux que David, qui passait son temps à se vanter de sa réussite financière et de ses multiples conquêtes. Au fil de sa réflexion, David comprit que Claire lui avait peut-être systématiquement menti, couvrant ainsi des liaisons multiples. La première confrontation eut lieu avec l'ami comptable. Cet homme à la silhouette plutôt menue, les cheveux noirs, coupés courts et une barbe naissante. Convoqué dans la maison familiale, Evan essaya d'abord de nier toute relation avec Claire. Il avait toujours prétendu n'éprouver que de l'amitié envers cette femme, qui, selon lui, subissait la dureté d'un quotidien où son mari était absent. Cependant, sous la pression de David, il finit par admettre qu'il était bel et bien le père de l'un des enfants. Il soutint que Claire était dans une grande détresse psychologique, qu'elle se plaignait de tout gérer seule, qu'elle avait peur de ne plus jamais revoir son mari sain et sauf. La situation, insistait-il, avait dérapé une unique fois et n'aurait plus jamais dû se reproduire. Mais les doutes de David allaient au-delà de cette simple trahison. Les résultats des tests confirmaient que chaque enfant avait un père biologique différent,
ce qui impliquait plusieurs autres hommes dans l'histoire. Alors, il se tourna vers Jerry McLean, le gérant du bar local. Jerry n'avait pas honte de son goût pour la fête et ne cachait pas non plus qu'il avait pu entretenir une brève aventure avec Claire. Face à David, il adopta néanmoins un air faussement compatissant, affirmant qu'il ignorait que l'enfant en question pouvait être le sien. Selon Jerry, Claire avait sollicité de l'aide financière de temps à autre, prétextant que son mari n'envoyait pas assez d'argent depuis l'étranger. Jerry, séduit par la beauté et le charme de Claire, confirma qu'il lui avait parfois envoyé de l'argent, mais qu'il n'avait jamais su qu'elle attendait un enfant de lui. Au fur et à mesure des échanges, David découvrit également que Claire recevait régulièrement des sommes d'argent plus ou moins conséquentes d'autres hommes, dont elle refusait de révéler les noms. Ces soutiens demeuraient anonymes dans un premier temps, et elle prétendait qu'il ne s'agissait que de dons spontanés afin de l'aider à élever ses enfants pendant que David risquait sa vie à l'étranger. Pourtant, quand David mit la main sur des relevés bancaires, il réalisa que la situation ressemblait davantage à un système de chantage ou d'extorsion. Claire utilisait peut-être le secret de la paternité pour faire pression sur certains de ces hommes aisés, menaçant de tout révéler à leur propre famille ou communauté s'ils ne payaient d'un pas. Alors que la colère de David atteignait un niveau insoutenable, un véritable crime se produisit. L'une des filles, l'aînée, disparut sans laisser de traces. Elle avait 14 ans et se trouvait, en réalité, être la fille biologique de Jerry. Ce qui se passa précisément cette nuit-là reste encore sujet à interprétation. Les voisins mentionnèrent avoir entendu des cris, mais beaucoup crurent à une simple dispute familiale liée au récent drame. On ne réalisa que le lendemain matin que la chambre de l'adolescente était vide, son lit n'ayant pas été défait, et qu'elle s'était vraisemblablement volatilisée. Claire et David, malgré leur tension, se retrouvèrent unis dans la même angoisse, suppliant quiconque aurait vu leur fille de se manifester. C'est lors d'un appel anonyme à la police locale que les enquêteurs comprirent que Jerry McLean avait été aperçu, tard dans la nuit, en train de faire monter une jeune fille dans sa voiture. Selon un témoin fortuit, Jerry aurait semblé pressé de partir et aurait jeté des regards nerveux autour de lui. Au cours des heures qui suivirent, on ne trouva plus trace ni de l'adolescente ni de Jerry. David, rendu furieux par la panique et l'incompréhension, se rendit au bar que Jerry gérait pour tenter de le retrouver, mais le personnel ne savait rien. Jerry n'était pas apparu au travail depuis la veille. Dans le même temps, Claire, qui paraissait de plus en plus instable, répétait qu'elle n'aurait jamais cru Jerry capable d'enlever sa propre fille, même s'il avait toujours cherché à éviter tout scandale public. Les enquêteurs locaux entrèrent rapidement en scène. 2 officiers, dont l'un avait déjà enquêté sur d'autres affaires d'enlèvement, commencèrent par rassembler un maximum de preuves. Les relevés téléphoniques de Jerry, les caméras de sécurité du quartier et les bandes vidéo du bar furent épluchées. On y découvrit des images d'une voiture quittant le quartier vers minuit, correspondant au modèle de Jerry, une berline foncée, dans laquelle on distinguait vaguement la silhouette de 2 personnes. Les officiels contactèrent également divers points de passage frontaliers, craignant que Jerry ne décide de fuir au Mexique. Dans cette ambiance électrique, David et Claire durent révéler l'ampleur de leur situation aux autorités. Non seulement le père de cette adolescente n'était pas David, mais des soupçons de chantage et de fraudes administratives commençaient à ressortir. Certaines preuves indiquèrent que Claire avait, des années durant, produit de faux certificats relatifs à l'état de santé de David pour obtenir des aides majorées, usurpant au besoin sa signature ou celle de médecin. David, dans ses déclarations, reconnut n'avoir pas vraiment porté attention aux demandes de Claire quand il était déployé. Il signait souvent les formulaires qu'elle lui expédiait, ne cherchant pas à comprendre tous les détails, tant qu'elle lui assurait que cela protégerait la famille.
Dans un second temps, l'équipe d'enquête s'intéressa aux multiples transactions bancaires sur les comptes de Claire. Ces dernières révélaient une fréquence suspecte de dépôts en provenance de plusieurs individus. Evan, le comptable, fut à nouveau convoqué pour s'expliquer. Face aux enquêteurs, il reconnut qu'il avait géré des dépôts pour Claire, afin de lui éviter d'éveiller les soupçons de David. Evan semblait lui-même perturbé, coincé entre la loyauté qu'il ressentait vis-à-vis de son vieil ami David et la culpabilité d'avoir participé, même involontairement, à cette histoire sinistre de paternité. Plus l'investigation avançait, plus se dessinait une toile de fraude et d'extorsion. Claire, d'abord décrite comme une épouse esseulée, s'était progressivement transformée en une femme déterminée à manipuler son entourage pour se garantir un niveau de vie confortable. Elle avait découvert une faille dans les programmes d'aide fédéraux dédiés aux vétérans, exploitant un statut spécifique, falsifiant régulièrement la signature de David sur des formulaires médicaux qui certifiaient des handicaps plus graves qu'en réalité. Ainsi, la famille Harrison percevait depuis plusieurs années des allocations supérieures au montant auquel elle aurait dû avoir droit. Claire aurait pu s'en tenir là, mais l'endettement, ses caprices et ses goûts de luxe l'avaient poussée plus loin. Sachant combien il serait compliqué d'expliquer l'existence de 4 enfants issus de pères différents, elle mit en place un système dans lequel chaque père put être discrètement contraint à donner de l'argent. Elle n'eut pas besoin de menaces directes ou brutales, il lui suffisait de faire planer le risque d'une divulgation. Les hommes, dont la réputation aurait pu être ruinée, payaient pour éviter le scandale. Face à la tension qui régnait, David se retrouva dans une position paradoxale. D'une part, il se sentait dévasté par la trahison de Claire et par la révélation de n'être le père biologique d'aucun de ses enfants. D'autre part, il était tourmenté par la disparition de l'aîné, qu'il aimait comme sa fille malgré tout. Il s'associa aux enquêteurs, essayant de donner toutes les informations qu'il détenait sur Jerry, sur ses fréquentations, sur ses habitudes de voyage ou sur les endroits où il aurait pu se cacher. Pendant ce temps, la police collabora avec la patrouille frontalière pour intercepter Jerry avant qu'il ne franchisse la frontière, mais ce dernier demeurait introuvable. Au bout de plusieurs semaines, un indice capital parvint aux enquêteurs. Un informateur se trouvant à la frontière signala la présence d'une berline sombre, correspondant à la description du véhicule de Jerry. Elle avait été aperçue sur un chemin de terre menant à une zone résidentielle près de Tijuana, au Mexique. La plaque n'était pas clairement lisible, mais l'informateur affirmant avoir vu une jeune fille correspondant au signalement de l'aîné Harrison. Cette piste suscita un regain d'espoir. Les autorités américaines et mexicaines collaborèrent pour tendre un piège. Jerry s'était-il enfui dans la panique, réalisant soudain que tout risquait de s'écrouler si l'on découvrait qu'il était le père biologique d'une adolescente et qu'il était impliqué dans de possibles transactions financières illicites? Nul ne le sait avec certitude, mais ce qui est sûr, c'est qu'on le retrouva dans un logement miteux en périphérie de Tijuana, tentant de maintenir un profil bas. Il fut arrêté sans opposer de résistance, visiblement épuisé et conscient qu'il ne pouvait guère aller plus loin. L'adolescente était saine et sauve, bien qu'en état de choc. Jerry expliqua qu'il ne voulait pas lui faire de mal, seulement la soustraire à ce qu'il qualifiait de « scandale inévitable » qui éclaterait si la vérité sur sa paternité s'ébruitait. Ramené au Texas, Jerry fut aussitôt mis en examen pour enlèvement d'enfants et suspicion de fraude. Il invoqua sa peur d'être poursuivi pour avoir sciemment versé de l'argent à Claire dans le cadre d'un arrangement secret. Dans le même temps, la police procéda à l'arrestation de Claire, l'accusant de falsification administrative, de chantage et d'avoir organisé ou encouragé la fuite de fonds à grande échelle. Les enquêteurs ne tardèrent pas à rassembler suffisamment de documents, messages et témoignages pour la placer officiellement en détention provisoire. David, accablé, collabora pleinement,
fournissant tous les documents dont il disposait pour démêler la situation. Le procès s'ouvrit quelques mois plus tard, dans l'effervescence des médias locaux, fascinés par cette affaire rocambolesque. Un vétéran de guerre trahi, 4 enfants de 4 pères différents, et un enlèvement qui s'achevait de l'autre côté de la frontière. Le tribunal de Dallas devint le théâtre d'une bataille judiciaire intense. L'accusation, représentée par un procureur déterminé, focalisait son discours sur la malhonnêteté de Claire et sur la dangerosité des actes de Jerry, tout en soulignant la souffrance des enfants. Le procureur décrivit comment Claire avait falsifié des dossiers médicaux au nom de David pour obtenir des aides indues, tout en contraignant plusieurs hommes à financer ses dépenses personnelles. En faisant planer la menace de la révélation de leur paternité, elle leur extorquait de l'argent. Les avocats de la défense, qui représentaient Claire et Jerry séparément, tentèrent d'adopter des stratégies distinctes. Celui de Jerry chercha à minimiser la gravité de l'enlèvement, affirmant que Jerry était en fait paniqué et qu'il voulait mettre sa fille hors d'atteinte d'un scandale public. Selon cette version, Jerry était un homme impulsif, certes, mais qui n'aurait jamais voulu nuire à l'adolescente. Il présentait aussi Jerry comme une victime de la manipulation exercée par Claire, avançant qu'il ignorait l'existence de l'enfant, jusqu'à ce que Claire le confronte pour la première fois quelques mois plus tôt. La défense de Claire chercha à jouer sur la corde de la détresse psychologique, présentant un rapport psychiatrique mentionnant sa profonde dépression, ses crises d'angoisse et son sentiment d'abandon prolongé. L'avocat de Claire tenta de persuader la cour qu'elle n'avait commis ces actes que sous l'emprise d'une peur maladive, craignant de se retrouver sans ressources si jamais David ne revenait pas de ses missions ou si l'armée cessait de leur verser des allocations. Cependant, l'accusation contre-argumenta en soulignant la méthodologie répétée et structurée de ces fraudes, prouvant qu'il ne s'agissait pas d'impulsions isolées, mais bien d'un plan réfléchi qui avait duré plusieurs années. Les témoins se succédèrent à la barre. Evan Brooks, le comptable, constitua un élément crucial. Il avoua avoir aidé Claire à placer de l'argent sur divers comptes, mais nia avoir su que cette opération dissimulait un chantage. Il expliqua qu'il était lui-même concerné émotionnellement, étant le père d'un des enfants, et qu'il avait tenté d'agir pour le bien de Claire, qu'il croyait en détresse. Son témoignage fut toutefois ambigu sur certains points, ce qui poussa l'accusation à le dépeindre comme un complice passif. David Harrison, lui, se présenta à la barre avec toute la gravité d'un homme brisé. Il expliqua qu'il n'avait jamais rien soupçonné, tant il faisait confiance à Claire. Son passé militaire, son désir de suivre la discipline et de se conformer au protocole expliquaient pourquoi il signait de nombreux documents sans tout lire en détail, spécialement lorsqu'il se trouvait à l'étranger. Pour la procureure, le récit de David montrait qu'il était, avant tout, une victime de la machination de Claire, même si elle soulignait qu'un minimum de vigilance aurait peut-être permis de stopper cette fraude plus tôt. Le procès dura plusieurs semaines. Les journaux relataient chaque rebondissement, chaque témoignage de voisins ou de voisines évoquant les visites nocturnes d'hommes inconnus, les allées et venues, suspectes, dans la maison familiale, les ragots circulant sur l'éventuelle vie secrète de Claire. L'opinion publique oscillait entre la compassion pour David, le vétéran honorable aux nerfs d'acier, et la haine ou la méfiance envers Claire, que beaucoup percevaient comme une manipulatrice arriviste. Finalement, la Cour rendit son verdict. Jerry fut reconnu coupable d'enlèvement et condamné à une peine de prison, dont la durée restait à déterminer, en attendant plusieurs chefs d'accusation liés aux fraudes financières. Claire, quant à elle, fut jugée coupable de falsification de documents, d'escroquerie aux allocations pour vétérans et de chantage. Le juge insista sur le fait que son comportement avait non seulement violé la confiance de son mari, mais aussi porté préjudice aux contribuables et au bon fonctionnement des organismes d'aide. Ses avocats plaidèrent pour la clémence,
en raison de son état psychologique, mais le tribunal se montra ferme, prononçant une peine incarcérée conséquente, assortie de mesures d'indemnisation pour l'État et les victimes. Au sortir de cette affaire, les conséquences furent lourdes pour tous les protagonistes. Les enfants, y compris l'aîné retrouvé saine et sauve, furent placés sous la responsabilité de David, qui entreprit des démarches pour demander une garde légale exclusive, malgré le fait qu'il ne soit pas leur père biologique. Il affirma, devant les services de protection de l'enfance, qu'il considérait ses enfants comme les siens et qu'il refusait de les abandonner. Sur le plan psychologique, la situation était cependant délicate. Les enfants devaient faire face à l'idée qu'ils avaient tous été conçus avec des pères différents et que la personne qu'ils avaient cru être leur mère dévouée était jugée pour fraude et manipulation. David, de son côté, ne trouva plus la force de rester à Dallas. Une fois les questions juridiques partiellement résolues, il démissionna de son agence de sécurité et s'éloigna de la ville pour s'installer dans une région rurale du Texas, où il espérait offrir un environnement plus stable à sa progéniture. Ses relations avec les pères biologiques des enfants demeuraient compliquées, bien que certains d'entre eux n'aient pas cherché à exercer de droits parentaux, préférant fuir l'embarras public. D'autres, comme Evan, tentèrent de garder un contact distant, mais régulier, afin de connaître l'évolution de leur enfant, sans pour autant perturber davantage la structure familiale. Cette affaire ne fut pas close si rapidement, car la justice continua de s'intéresser aux éventuels complices ou facilitateurs. Les enquêtes sur les flux financiers laissaient supposer qu'il existait peut-être d'autres hommes concernés, d'autres soutiens financiers accordés à Claire, ou encore d'autres documents falsifiés. D'ailleurs, certains versements provenaient d'États voisins et ne pouvaient être clairement attribués. La presse locale spéculait sur l'éventualité d'un réseau plus large, mais il se révéla difficile de démêler la vérité, tant les protagonistes préféraient taire leurs rôles exacts pour se protéger. Quant à Claire, incarcérée, elle garda un silence obstiné sur certains points de l'affaire. À plusieurs reprises, elle prétendit avoir agi avant tout pour le bien de sa famille, souhaitant assurer à ses enfants une sécurité financière. Les documents judiciaires, eux, montraient plutôt qu'elle avait mené ses actions sur plusieurs années, accumulant de confortables sommes qui n'étaient pas toutes réinvesties dans le quotidien des enfants. Les comptes offshore, découverts grâce aux investigations du comptable Evans, indiquaient des placements bien supérieurs à ce qu'on pouvait raisonnablement qualifier de réserve d'urgence. Dans le voisinage, la révélation de cette double vie jeta un froid considérable. Les habitants, qui d'abord voyaient en Claire une mère charmante et dévouée, prirent conscience qu'ils n'avaient peut-être jamais connu la vraie personnalité de celle qui semblait si parfaite. Les bavardages allèrent sur bon train. Beaucoup se demandaient pourquoi aucun signe extérieur n'avait trahi son comportement. Certains se souvinrent de l'avoir vue, un certain soir, discuter vivement au téléphone devant la maison. D'autres de son habitude à se rendre régulièrement à la banque, sous prétexte de gérer la comptabilité du foyer. Le mystérieux balai d'hommes inconnus, qu'on expliquait à l'époque comme étant de simples collègues ou des amis du couple, prenait désormais un tout autre sens. L'adolescente enlevée eut également besoin d'un solide suivi psychologique. Son enlèvement, bien que n'ayant duré que quelques semaines, laissa de profondes séquelles émotionnelles. Elle déclara aux autorités qu'elle ne comprenait pas pourquoi Jerry l'avait emmenée au Mexique. Dans un premier temps, il lui avait assuré qu'il voulait seulement la protéger et la soustraire aux tensions du procès. Elle ignorait même, jusqu'à un certain âge, qu'il était son père biologique, et s'était toujours crue la fille de David. Entre colère, confusion et soulagement d'avoir été retrouvée, la jeune fille traversa une longue période de remise en question, d'autant plus douloureuse qu'elle réalisa peu à peu la complexité des actes de sa mère. Les réactions de la communauté militaire furent également vives.
beaucoup de vétérans se sentirent offensés par l'image renvoyée par cette affaire, celle d'un soldat honnête trahi par son épouse, qui exploitait le système des allocations pour vétérans et le poussait, par surcroît, à endosser la responsabilité financière d'enfants qui n'étaient pas les siens. Des associations d'anciens combattants s'exprimèrent publiquement, affirmant que des vérifications plus rigoureuses devaient être mises en place pour éviter que des personnes mal intentionnées ne profitent des failles dans le système d'aide. Du point de vue judiciaire, le cas de Jerry fut relativement limpide. Le kidnapping constituait un crime aux conséquences graves, et le plaidoyer de la peur du scandale ne suffit pas à effacer la responsabilité de son acte. En revanche, la dimension financière le plaça également au centre d'investigation supplémentaire. Des documents trouvés dans son bar indiquaient qu'il avait, depuis des années, effectué des virements réguliers à Claire pour un montant total dépassant largement quelques simples dons de soutien. Les enquêteurs soupçonnèrent que Jerry aurait pu en tirer lui-même certains bénéfices fiscaux, déclarant ces sommes comme des dépenses professionnelles ou des avances mal répertoriées. Après plusieurs mois de bataille judiciaire, la peine de Jerry fut officiellement confirmée. Il écoperait d'une incarcération d'une durée à 2 chiffres, assortie d'une amende conséquente pour fraude fiscale et enlèvement. Claire, quant à elle, fut également condamnée à un emprisonnement de plusieurs années dans un établissement pénitentiaire pour femmes, avec des possibilités de libération conditionnelle tardive. Les médias locaux relayèrent largement ces sentences, ainsi que les témoignages de proches de David, exprimant leur soulagement à l'idée qu'une forme de justice soit rendue, même si le tort moral était irréparable. L'audience finale, celle du prononcé de la peine, s'avéra particulièrement émouvante. David, en uniforme civil soigné, se tenait droit, le regard dur, écoutant le juge détailler la longue liste des griefs retenus contre Claire. Un silence pesant régna dans la salle lorsque la sentence tomba. Claire laissa échapper quelques sanglots, murmurant qu'elle n'avait jamais voulu détruire sa famille. Dans le public, plusieurs personnes présentes pour la soutenir furent en larmes, tandis que d'autres considéraient qu'elle ne récoltait que le fruit de ses propres manipulations. Pour David, le retour à la vie civile sans Claire marqua un changement profond. Il vendit la maison familiale de Dallas, désormais trop grande et trop chargée de souvenirs douloureux, et s'installa dans un logement plus modeste dans la campagne texane. Sa priorité demeurait le bien-être de ses enfants, qu'il essayait d'accompagner du mieux possible dans la tempête psychologique engendrée par l'affaire. Peu à peu, il cessa toute communication directe avec Claire, mis à part quelques échanges, écrits pour les questions strictement légales et administratives. Malgré tout, des rumeurs circulèrent, selon lesquelles Claire chercherait, depuis sa prison, à conclure des accords pour réduire sa peine en révélant l'identité d'autres pères ou en dénonçant des fonctionnaires complices dans la fraude. Certaines lettres, prétendument signées par elle, laissaient entendre qu'il y avait un 5e homme non encore identifié dans cette affaire, un individu aisément influençable qui aurait versé régulièrement de l'argent par crainte de voir son existence privée exposée. Les autorités, toutefois, ne confirmèrent jamais publiquement ces insinuations, ce qui laissa planer le doute sur leur véracité. Sur un plan émotionnel, les répercussions se firent sentir bien au-delà du cercle familial. Les voisins, le personnel de l'école et la paroisse furent tous choqués par l'ampleur des mensonges qui avaient pu se maintenir aussi longtemps. Même la banque locale, qui traitait fréquemment les virements de Claire, mit en place de nouvelles procédures de vérification. Une association d'aide aux victimes d'escroquerie se constitua à Dallas, soutenue par la communauté militaire, afin d'empêcher que de telles fraudes ne se reproduisent et de soutenir les vétérans abusés par leur entourage. Quant aux enfants, ils restèrent marqués par ce qui s'était passé,
chacun réagissant à sa manière. L'aînée, qui avait subi l'enlèvement, refusa d'entrer en contact avec Jerry une fois qu'elle comprit l'ampleur des mensonges de sa mère et les motivations douteuses de son père biologique. Elle se réfugia dans les études, cherchant à s'éloigner de ce passé tumultueux. Les 3 autres, encore plus jeunes, eurent besoin d'un soutien psychologique adapté. David s'efforça d'être à l'écoute, cultivant les valeurs qu'il avait lui-même apprises au cours de sa formation militaire: la solidarité, la résilience et la sincérité envers les proches. Au final, cette affaire démontra la manière dont une seule découverte, les tests ADN révélant que David n'était biologiquement le père d'aucun de ses enfants, avait pu déchirer en quelques semaines ce qui semblait être une famille unie et exemplaire. Les dessous de cette situation mêlaient mensonges, fraude, chantage et, pour finir, un enlèvement inquiétant. À Dallas, beaucoup continuèrent d'en parler pendant des mois, voire des années, comme d'un exemple de la fragilité du vernis social et de la facilité avec laquelle une personne habile peut exploiter les failles d'un système. Pour David, il resta le sentiment amer d'avoir été dupé sur tous les plans, tout en gardant un amour sincère pour ceux qu'il continuait de considérer comme ses enfants. L'homme fort et discipliné, marqué par la guerre, se retrouvait face à un défi qu'aucune formation militaire ne lui avait enseigné: reconstruire sa vie, redéfinir son rôle de père alors qu'aucun lien de sang ne l'unissait à sa progéniture, mais qu'un puissant lien d'amour, lui, subsistait. Lors d'un ultime échange public, il déclara que, quelles que fussent les révélations sur la paternité de ses enfants, il se battrait jusqu'au bout pour leur offrir un avenir meilleur. Aujourd'hui, le dossier reste toujours évoqué dans les couloirs des tribunaux de Dallas, car d'autres ramifications pourraient un jour conduire à de nouvelles arrestations. Les procureurs continuent de creuser pour déterminer si des organismes officiels ont fermé les yeux, par négligence ou par complaisance, si d'autres pères sont impliqués, et s'ils ont été complices du système mis en place par Claire. On ignore si de nouveaux procès verront le jour, mais beaucoup pensent qu'il est probable que certains volets de l'affaire n'aient pas encore été dévoilés, tant la toile de mensonges paraît vaste. Pour ma part, j'espère que ce récit vous a permis de comprendre comment une trahison intime et la découverte d'une paternité multiple ont pu conduire à un cas aussi complexe, marquant à la fois le destin d'un ancien soldat, de ses enfants et de plusieurs hommes pris au piège d'une extorsion. J'espère aussi que ce triste événement servira d'avertissement à tous ceux qui croient que certaines tromperies peuvent rester cachées à jamais. Comme vous le voyez, la vérité finit souvent par émerger et ses conséquences peuvent être terribles. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous invite à rester avec moi, car d'autres affaires tout aussi captivantes vous attendent. J'ai quelques nouvelles vidéos sur des enquêtes criminelles qui vous fascineront si le fonctionnement de la justice et la découverte de la vérité vous intéressent. Je vous assure que nous n'avons pas fini d'explorer les recoins sombres où se cachent parfois les secrets les plus inavouables. Je vous dis à très vite et à bientôt sur ma chaîne.